Non, c'est parfait. Est-ce que ça marche ou est-ce que vous voyez, en fait, vous voyez l'écran, donc ça ne va Tout pas. va parfaitement bien. Ça donc, va? Oui, j'attends simplement éventuellement Françoise, puisque c'est un petit peu dommage, on l'a perdue. Eh ben, écoute, si tu veux, Alison, tu peux reprendre et puis je vais réenvoyer le lien à Françoise pour qu'elle puisse nous rejoindre pendant que tu parles. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à Alison de reprendre juste à l'étape précédente, de répéter ce qu'elle a dit ces 3 ou 4 dernières minutes, peut-être? Voilà, ça, c'était vraiment incompréhensible. Oui. Et puis, j'essaie aussi... attendez, je vais mettre dans... Rétablis ton micro, Alison, il s'est coupé. Tu m'entends, Alison? Ton micro s'est coupé, en fait. Il faut que tu le rétablisses. Une fois? Oui. Voilà. Oui, voilà. Là, j'ai juste mis ma bibliographie aussi dans le chat pour vous aider à suivre. Et là, je fais un partage d'écran. Et puis, en fait, je reprends... oui, je ne voulais pas montrer les deux. Bon, c'est pas grave. Vous voyez là, est-ce que ça marche ou c'est... Très bien. Oui, c'est très bien, d'accord. Oui, donc j'avais parlé pour revenir un peu en arrière de cette question un peu du parti et du tout, en fait, cette idée d'une interaction entre des éléments fictionnels, non fictionnels à l'intérieur de la fictionnalité, que les approches rhétoriques de la fiction que je cite ici, donc l'article de Scott Nielsen, James Phelan et Richard Walsh. Donc là, ils essaient de poser une distinction entre le niveau global et le niveau local de la fictionnalité. Ensuite, mais là, je fais une sorte de parcours pour essayer de réfléchir à cette question de l'interaction des éléments. Et oui, je vais peut-être sauter un peu. Oui, on pourrait également penser avoir recours à la distinction qui est courante dans la narratologie allemande entre le fictif et le fictionnel. Le premier, le fictif désignant les entités inventées. Le deuxième, un mode de représentation ou de communication du point de vue de la production et la réception d'un discours fictionnel. C'est une distinction qui est souvent traitée comme redondante, mais là, je donne un petit tableau qui vient ou un diagramme qui vient d'un article de la d'Irina Rajewski qui propose en fait de reprendre l'opposition entre fictif et fictionnel et puis de trouver des équivalents pour la représentation factuelle. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais elle voit une manière de résoudre le problème de l'hétérogénéité logique de l'opposition entre fait et fiction. En proposant des termes analogues pour la factualité. Mais je ne me prononce pas vraiment là-dessus. Là, je suis en train de me plonger un peu dans cette narratologie allemande, mais je donne juste des indications. Je me demande comment... Okay. Je reprends aussi... peut-être une opposition assez proche de cette opposition entre les objets et les moyens, quoique dans des thèmes un peu différents. Dans un livre récent, très intéressant sur les représentations factuelles,
Et ici, je vous ai donné un tableau qu'il faut manier avec un peu de précaution, mais où Frédéric Pouillot distingue entre la fictionnalité ou la factualité des moyens et la fictionnalité ou la factualité des objets. Donc, c'est précisément, et c'est ce qui m'intéresse, il le fait précisément pour pouvoir rendre compte des représentations fictionnelles d'entités réelles. Et si on revient à mon exemple de la série télévisée basée sur un fait divers. Sinon, je cite aussi le point de vue de Marie Lorraine, c'est aussi dans le handbook sur la factualité, sur la factualité narrative. Et là, son point de vue est un peu différent de celui de Pouillot, puisqu'elle en fait, elle tient aussi en compte des différences de médium, mais elle propose, dans le cas des représentations linguistiques, 4 catégories épistémologiques. La factualité forte, la factualité faible, la fictionnalité forte. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est précisément les catégories 2 et 3. Même si j'ai aussi tendance à opter pour une version un peu plus séparatiste, peut-être de la fictionnalité globale de l'œuvre. Je crois qu'on peut, du point de vue de l'attitude du lecteur, j'opterai pour les cas ambigus, où j'opterai pour la thèse d'une certaine oscillation dans l'attitude du lecteur. C'est l'hypothèse de cette oscillation entre mode de lecture que proposent aussi certains travaux sur l'autofiction que je cite dans l'article que j'avais partagé avec le groupe. Mais je reviens peut-être un peu en arrière à ce tableau de Frédéric Pouillot, puisqu'en fait, il permet de cerner les effets de fictionnalisation à 2 niveaux. D'abord, celui de la production du texte, qu'est-ce que la fictionnalisation fait et par quels moyens aux éléments référentiels. Ou bien aux modes d'attestation ou de témoignage propres au récit documentaire. Et ensuite, j'aimerais aussi poser la question de la réception, de l'interprétation des textes. Donc, c'est là que je vais proposer, là je reviens à mon plan que je n'ai pas pu vous donner, mais je reviens, c'est la partie sur les lieux de fictionnalisation dans le récit documentaire où je propose une certaine typologie. Pardon, je saute un peu dans ma présentation. Donc, on voit déjà dans ce tableau du livre Représentation factuelle, nous voyons déjà apparaître une première opération de fictionnalisation que je baptiserai pour ma part la fictionnalisation englobante qui correspond souvent à des genres établis dans différents médiums. Donc, le roman historique, le théâtre historique, c'est ce que dit oui, biopic, ce sont les exemples que donne Pouillot ici dans cette case à droite, donc d'objets réels avec moyens fictionnels. Donc, la série True Crime, comme Laetitia, la série télévisée, la représentation pourtant que sur des entités réelles, les moyens fictionnels peuvent concerner, par exemple, le jeu des acteurs dans le cas du cinéma, de la télévision. Donc, on peut poser cette distinction entre objet et moyen, encore que, oui, je pense que là, c'est une opposition qui ne pourra jamais être complètement nette, puisqu'on peut considérer aussi que les objets sont affectés, sont modifiés par la fictionnalité des moyens, bien sûr.
Mais là, pour cette catégorie-là, Olivier Caïra utilise le terme de documentaire fiction. C'est une notion paradoxale qui rend bien compte de l'hybridité interne. Mais pour Youth, ce ne sont pas des documentaires, ce sont des fictions pleinement. Et il réserve la notion de documentaire pour des cas où les moyens aussi sont non fictionnels, narration documentaire, etc. Donc, la notion que je propose de fictionnalisation englobante me paraît rendre compte à la fois de cette hybridité et de l'unité formelle de ces textes qui nous offrent une fiction globale sans neutraliser pour autant les effets de la référence. Et cela permet de rendre compte des cas aussi différents que les avatars de Napoléon dans la fiction, l'Empéra Adrien, dans Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, même si bon, les moyens fictionnels mis en œuvre sont assez différents dans ces cas. Donc, on peut étendre cette même réflexion à une partie, à un ensemble de textes littéraires contemporains qu'on a pu baptiser des biofictions. C'est-à-dire, là je cite Alexandre Geffen, des fictions littéraires de forme biographique. Encore faut-il distinguer du point de vue de la perspective, la fictionnalisation. Il faut distinguer les vies de personnages imaginaires des vies imaginaires de personnages réels. Donc, c'est évidemment les vies imaginaires de personnages réels qui m'intéressent ici. Je puise deux exemples. Là, ou trois exemples, en fait, un peu au hasard dans la production littéraire de cette année, puisque comme ce sont pour moi des lectures récentes. Là, par exemple, La Porte du voyage sans retour de David Diop s'inspire ouvertement d'une figure historique, soit le naturaliste français Michel Adanson. Et il évoque à travers ce personnage un drame où il raconte l'histoire de la traite des Noirs au Sénégal. Et on retrouve aussi dans ce roman le vieux procédé narratif du manuscrit trouvé, de sorte que les cahiers secrets d'Adanson, qui racontent un voyage caché, un voyage fictif, à la recherche d'une jeune africaine échappée à l'esclavage. Ces cahiers secrets viennent doubler les publications réelles d'Adanson, ouvrage scientifique sur l'histoire naturelle. Mais de manière plus fondamentale, la fictionnalisation ici, dans le cas du livre de David Diop, vise à combler par la fiction ce qui manque à une archive historique qui exclut certaines voix, la voix des esclaves. Mais c'est un livre qui fait cela de manière toujours problématique, puisque ce témoignage fictionnel de l'esclave est prise en charge par le récit fictionnel du personnage fictionnalisé d'Adanson. Donc, je crois que ici, l'acte de fictionnalisation rend sensible l'impossibilité d'un témoignage direct, en même temps qu'il préserve la force de la référence historique. Adanson est réellement allé au Sénégal. Donc, il y a cet ancrage qui reste historique. Autre cas de biofiction assez différent, toujours fondé sur le travail un travail de fictionnalisation englobante. C'est Premier son d'Amélie Nothomb, récit autobiographique fictif qui raconte à la première personne la vie du père de l'autrice, du point de vue du père, de la première enfance à son expérience d'otage au Congo belge en 1964, c'est-à-dire avant la naissance de l'autrice.
en fait, je l'ai écouté en version audio sur Audible et c'était raconté par une voix féminine, ce que j'ai trouvé intéressant comme choix qui souligne de manière intéressante cette démarche de la fictionnalisation, l'écart entre l'autrice et puis ce narrateur masculin. C'est une manière de manifester cet acte de projection aussi dans ce récit fictionnalisé. Donc, on voit dans ces œuvres des degrés de proximité et de distance à l'égard du réel qui ne changent rien au statut fictif global de l'œuvre. C'est pour ça que je parle aussi de fictionnalisation englobante. On a toujours cette fictionnalité globale, mais des degrés différents de proximité à la réalité. On est invité à accepter les grandes lignes de l'histoire dans le cas du livre d'Amélie Nothomb, le fait de la présence de Patrick Nothomb, qui était consul belge, à la prise d'otage de Saint-Néville. Et la postface du livre nous donne des éléments qui permettent de comparer les versions aussi de cette histoire, si nous le souhaitons. Donc, le livre de Patrick Nothomb dans Saint-Néville, qu'il avait publié lui-même. Et donc, on a la possibilité de procéder à des opérations de vérification comparant des versions, mais bien sûr, cette contrainte de recoupement des versions ne s'applique pas de manière uniforme à tous les aspects du récit, comme le récit de l'enfance du père, le portrait des cousins du narrateur, etc. Mon dernier exemple vient de la littérature anglophone et où je trouve qu'il y a des effets de fictionnalisation assez différents dans ce livre Matrix de Lauren Croft, qu'il ne faut pas confondre avec le film du même titre. C'est une vie romancée de la poétesse médiévale Marie de France. Et ici, c'est une vie qui est très librement réimaginée puisqu'on ne dispose pas de beaucoup d'informations sur le modèle. Et c'est justement cette absence d'informations, cette absence d'éléments historique qui permet au personnage de Marie de prendre une assez grande autonomie, d'autant plus que les références à l'œuvre littéraire de Marie de France, les laits qui portent son nom, disparaissent un peu du roman. On m'a mentionné vers le début et puis il n'est plus question de sa production littéraire. Cela concerne plutôt la construction d'une utopie féminine de religieuse dans un couvent gouverné par Marie. Donc, je dirais qu'ici, la fiction l'emporte alors sur la fictionnalisation, même si nous restons bien sûr dans le genre du roman historique. Je vais peut-être passer à ma seconde catégorie qui serait... Ah non, avant de passer à ma seconde catégorie, j'ai trouvé assez amusant cet exemple tiré d'un biopic pour rendre compte du plaisir de cette tension entre réalité et fiction, pour caractériser le plaisir propre à la fictionnalisation. On voit ici là une scène du film du film biographique biopic Bohemian Rhapsody. Donc ici, il s'agit d'une représentation fictionnalisée, donc d'un concert réel donné par le groupe Queen. Et là, une grande partie du plaisir du spectateur vient du jeu d'imitation de l'acteur Rami Malek qui incarne son personnage. Donc ici, dans le cas du film, et je voulais évoquer ce cas filmique, ici, c'est le corps de l'acteur qui devient le lieu d'une représentation fictionnelle qu'on nous invite à comparer aux versions non fictionnelles. Et en fait, ce que je vous montre ici dans l'image, c'est en fait c'est une image tirée d'une vidéo YouTube, c'est où quelqu'un a mis en parallèle une image du film où l'acteur joue Freddie Mercury et puis une image de la version
télévisée du concert live, donc avec Freddie Mercury. Donc, je pense que c'est une vidéo qui a été visionnée des millions de fois sur YouTube. Et je pense que ça témoigne un peu de ce plaisir propre de la fictionnalisation, de cette possibilité de comparer des versions, mais aussi de voir aussi l'écart, bien sûr, entre fiction et réalité. Donc, mais c'est un peu long, donc je passe. Oui, autre version, là, je pense que c'est une autre version de quelqu'un qui fait la même chose sur YouTube. Non, c'est pas trop long, c'est passionnant, vas-y. Bon, voilà pour la fictionnalisation englobante. Et je pense que l'utilité de la notion de fictionnalisation dans ces cas vient de sa capacité à rendre compte à la fois de ce cadre fictionnel global mobilisé par des moyens propres à chaque médium. Donc ici, c'est évidemment le jeu de l'acteur pour Freddie Mercury, mais aussi la persistance de la référence qui garde son importance pour la réception du texte. En fait, les deux sont inséparables dans ce cas. Mais ma deuxième catégorie, donc là c'était la fictionnalisation englobante, là la fictionnalisation locale, là je pense à des textes des textes dans le cadre global et non fictionnel, mais où on trouve des procédés romanesques. Là, je souhaite m'attarder peut-être quelques minutes sur, avant d'arriver à Christophe Boltanski, dont j'ai déjà parlé, sur un cas qui apparaît parfois comme un cas limite, qui est le roman de non-fiction américain, dont le modèle reste In Cold Blood, de sang-froid, de Truman Capote. On a beaucoup écrit sur l'incorporation dans le roman de non-fiction de procédés de fictionnalisation ou de procédés romanesques. Mais malgré cela, la plupart des lectures privilégient le pacte référentiel mis en place par la désignation de non-fiction. Cependant, Frédéric Pouyaud, que j'ai cité tout à l'heure, l'auteur de représentation fictionnelle, estime au contraire que In Cold Blood relève de la fiction, puisqu'il emploie des moyens fictionnels. Les moyens fictionnels, c'est-à-dire dans le cas de Capote, la dissociation entre auteur et narrateur, la focalisation interne, le style indirect libre, la création d'un point de vue impossible sur les personnages, et enfin l'insertion dans le récit d'événements qui n'ont simplement pas eu lieu. Pouyaud compare cette approche aux contraintes épistémiques fortes de l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Donc Pouyaud dit que pour Carrère, les moments de jeu fictionnels, intrafactuels sont solidement encadrés par un discours et une position d'énonciation clairement assertée. Donc, j'adhère plus ou moins à cette lecture comparative de In Cold Blood et de l'adversaire, même si d'autres livres de Carrère présentent à mon sens des décrochages fictionnels moins strictement encadrés. Cependant, le cas de Capote me semble assez complexe. Et bien sûr, on retrouve le débat pérenne entre indices internes de fictionnalité et cadre pragmatique, mais à mon sens, les deux sont indissociables dans le cas du roman de non-fiction. Et en fait, Pouyaud néglige aussi le contexte institutionnel qui inscrit le livre de Capote, surtout pour un lecteur contemporain, dans la tradition du journalisme narratif tel qu'il a été présenté, théorisé par Marie Van Oust dans le cadre de ce séminaire il y a quelques semaines. Donc Marie Van Oust a très bien montré comment ce journalisme narratif, qui n'est pas loin du roman de non-fiction, essaie de concilier immersion et information. Donc j'ai mis l'article de Marie Van Oust dans la bibliographie.
et c'est également ce besoin d'implication émotionnelle que citent les New Journalists comme Tom Wolfe. Cependant, et c'est ce que je voudrais souligner peut-être par rapport à ces cas de fictionnalisation locale, cette conciliation entre information et immersion repose sur des codes d'interprétation assez complexes. C'est ce que Marie Van Oust nous a raconté à propos de la réponse des journalistes, par exemple, sur l'emploi du style indirect libre. Si le lecteur voit que j'ai utilisé cette forme, donc le lecteur va savoir que c'est parce que j'ai posé la question, parce que je fonde sur les témoignages. Donc, il y a toute une dimension implicite qui font de l'interprétation non fictionnelle de certains procédés soi-disant romanesques. Et je pense que cela est important, c'est-à-dire que le lecteur construit une interprétation qui justifie un travail de conciliation épistémique. Est-ce que ce travail favorise l'immersion émotionnelle? Je ne sais pas. Mais il y a bien, je dirais qu'il y a bien une opération, une certaine fictionnalisation locale, mais qui peut s'intégrer selon des choix d'interprétation dans un cadrage non fictionnel. Donc, pour revenir au cas de Capote, je pense qu'il faut aussi distinguer entre ce qui relève de ces techniques romanesques de focalisation et ce qui relève simplement de la fabrication, voire du mensonge. Là, on est dans une logique un peu différente puisque le lecteur n'est pas en mesure de repérer ces éléments que Capote a inventés. Il ne faut pas confondre statut factuel et allocation factuelle non plus. Donc, je pense qu'on peut, et c'est ce que j'ai proposé, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est ce que j'ai proposé dans mon article sur l'autofiction pour le livre autobiographique de Christophe Boltanski, où en fait, on trouve des cas de fictionnalisation locale qu'on peut lire de la même manière. Donc, on a des options héméneutiques qu'on peut peut-être choisir face à un passage comme celui-ci, où Boltanski présente les pensées de sa grand-mère, où donc, elle cherchait moins à retarder son inévitable sénescence ou à retrouver sa jeunesse. Retrouver quoi? L'abandon dont elle avait été la victime, sa marraine, sa polio, la guerre, qui a échappé au temps. Pas de début, pas de fin. Pas de chemin semé d'embûches à parcourir, etc. Donc, on a affaire à oui, une forme de focalisation interne. On peut le lire comme ça, mais on peut aussi le lire comme une présentation des suppositions de l'auteur sur sa grand-mère. Dans ce cadre où on a un récit qui est pris en charge par ce narrateur à la première personne. Donc, c'est cette présence d'options héméneutiques que je voulais souligner. Et puis, on peut peut-être dire que c'est un récit qui est légèrement fictionnalisé après tout, malgré mes commentaires de départ. Donc, des moments de décrochage fictionnel, donc peut-être à l'intérieur des récits documentaires, mais il me reste un doute sur la question des vecteurs d'immersion, pour reprendre le thème de Jean-Marie Schaeffer, dans ces cas de fictionnalisation locale. Est-ce que est-ce que la focalisation interne fonctionne toujours comme un vecteur d'immersion dans ce cas, ou est-ce que cela nous donne la possibilité de construire une interprétation par extrapolation selon une vraisemblance épistémique? Donc là, c'est une autre opération qui, est-ce que c'est compatible avec l'immersion? Donc c'est juste une question que je voulais soulever. Là, c'est une autre image image qui vient
du livre de Boltanski, en fait, où l'entre-deux, c'est là où son grand-père se cache pendant la guerre. Et c'est il y a aussi une thématisation de l'entre-deux comme espace, comme on peut voir dans la citation précédente, l'éternel entre-deux. Donc, il y a aussi ce travail, bien sûr, qu'on pourrait analyser du point de vue d'une fictionnalisation peut-être de l'histoire à partir de ces éléments thématiques, mais c'est... Juste un truc, Alison, est-ce que tu peux essayer de faire un petit zoom sur l'entre-deux, parce qu'en fait, on ne voyait pas bien, je ne sais pas pour les autres, mais oui. Essayez de zoomer un petit peu, parce que nous, on ne peut pas le faire. Oui. Voilà, super. Ça va? Ah ouais, voilà, merci. Pardon. Est-ce que ça va? Oui, je ne sais pas pourquoi on voit deux. Là, je vais essayer de... full screen. Non, mais c'est très bien. Du coup, c'est très bien, d'accord. Ouais. Oui, ça montre un peu... oui, l'entre-deux, c'est cet espace-là où se cache son grand-père pendant la guerre. Merci. Donc, j'ai parlé de fictionnalisation englobante, de fictionnalisation locale, et je passe à... Désolée, j'ai été un peu long, mais je passe à ma dernière catégorie qui seront les dispositifs hybrides, même si j'hésite un peu sur le thème parce qu'il y a bien sûr une hybridité interne pour tous ces cas. Mais pour je veux désigner par là une forme d'hybridité qui est assez courante à l'époque contemporaine, au point de signaler, c'est peut-être mon hypothèse pour mon projet en cours, un certain déplacement dans les usages de la fictionnalité. Donc, il s'agit de dispositifs hybrides, configuration inédite d'éléments factuels et fictionnels qui dépassent l'hétérogénéité habituelle de la fiction et impose peut-être de nouvelles formes d'oscillation dans nos modes de lecture. Et c'est un phénomène qui n'est pas limité au cas qui a été étudié de l'autofiction. Même si les textes à la première personne sont peut-être particulièrement susceptibles de rester indécidables quant à leur fictionnalité. Mais c'est une classification. Là, je trouve que la classification générique s'avère parfois difficile tant les configurations varient. Je pourrais citer par exemple, c'est un texte de François Bon qui paraissent affirmer à la fois le statut documentaire et leur statut fictionnel. Donc, c'est le cas de Daewoo qui était reçu comme un récit documentaire, mais où en fait, il y a des indices de fictionnalité. L'auteur indique qu'il a inventé des interviews. Donc, c'est un texte où il y a beaucoup d'indécidables. Ou je pense à un autre cas où le dispositif est tout à fait différent. Et qui a suscité une controverse, qui est Jan Karski de Yannick Enel, où là, on a apparemment un pacte de lecture assez clair, 3 parties qui expliquent assez clairement leur pacte de lecture. Mais le problème, c'est que la somme des parties factuelles et fictionnelles aboutit à une vision de l'histoire qu'on a trouvé contestable. Donc là, ce n'est pas seulement un problème lié au contrat pragmatique, c'est aussi lié à la configuration d'ensemble. Je me bornerai pour cette dernière partie un exemple plus récent qui est, encore une fois, je reprends un peu mes lectures récentes, qui est Enfant de Salaud de Sorge de Chalandon. Qui est donc paru cette année, inclus dans la première sélection du prix Goncourt, assez bien reçu. C'est un livre qui présente un récit qui est partiellement documentaire, partiellement fictionnel. L'histoire se situe en 1987 et il alterne l'histoire du procès de Klaus Barbie que l'auteur, Chalandon, avait couvert à l'époque. Il était journaliste pour Libération. Donc, on a cette histoire du procès et on a d'autre part une confrontation entre l'auteur et son père
et le fils vient de découvrir le dossier pénal de son père dans les archives départementales du Nord. Donc, il découvre, ou en fait ne découvre pas vraiment la vérité sur les activités de son père pendant la guerre, le père a changé d'uniforme 5 fois avant d'être condamné pour activité anti-française au moment de la libération. En fait, on l'apprend dans la postface, Chalandon a pu ouvrir le dossier judiciaire de son père beaucoup plus tard. Le dossier est parvenu à l'auteur en 2020, donc soit 6 ans après la mort de son père. Donc là, le dispositif de montage est fictionnel, même si le reportage ou la reprise des détails sur le procès Barbie ne l'est pas. Donc, c'est assez difficile de parler de contrat de lecture quand ce contrat d'abord se dévoile tout à la fin du livre, même si au cours de la lecture, le soupçon peut s'infiltrer dans la lecture. On rencontre des échanges un peu trop dramatiques entre le père et le fils, des gestes un peu trop symboliques. Le père brise une statue de Pinocchio pour renoncer au mensonge et le père se noie symboliquement à la fin. Nous avons bien affaire à une fictionnalisation de ce rapport père-fils, mais le montage alterné reste ambigu, surtout puisqu'il tisse un scénario d'une quête de vérité contre la mythomanie du père, ce père qui ne dit jamais la vérité à son fils. Et il n'y a pas de dissociation entre auteur et narrateur, pas vraiment, mais une fictionnalisation qui présente un scénario fantasmé de confrontation pour répondre à cette histoire vécue de mensonges et de violence aussi. En même temps, le texte a une dimension documentaire importante et qui indique bien ses conditions de validation empirique. Donc, je reviens à ce procès de Klaus Barbie, donc comme exemple de recoupement d'évasion, l'article de Libération, un article de Libération sur ce procès. La frontière entre les éléments documentaires et fictionnels reste indécidable en fin de compte pour certains aspects du texte. Le père a-t-il assisté au procès de Barbie ou non, comme il le fait dans le texte? Cependant, certains éléments du récit ne peuvent guère être soupçonnés de fictionnalité. C'est le cas notamment pour le premier chapitre du livre qui raconte la visite de l'auteur à la maison des enfants d'Isieux, lieu d'une rafle d'enfants juifs. Évidemment, là, on n'est pas dans la fiction, ni dans la fictionnalisation d'ailleurs. De même pour les témoignages des rescapés contre Klaus Barbie. Et ce sont des détails référentiels qu'on peut d'ailleurs vérifier avec des sources historiques, journalistiques de l'époque, etc. Donc, le contrat de lecture repose alors sur une opposition implicite dans le texte que l'auteur en explicite. Opposition implicite pardon, je reprends. Il y a une opposition implicite que l'auteur rend explicite dans des entretiens. Il dit qu'il y a des faits sacrés avec lesquels on n'a pas le droit de jouer, et d'autre part des faits qu'on peut manipuler. Donc les faits sacrés évidemment liés à la Shoah, aux actions de Klaus Barbie, aux témoignages à la vie et à la mort des enfants d'Isieux. Le statut du dossier judiciaire du père semble également factuel, mais je me demande si c'est un élément factuel qui n'a pas le même statut sacré pour Chalandon. Et quant aux faits relatifs à l'histoire personnelle, au rapport, alors cette relation conflictuelle père-fils, là, cette relation devient le lieu d'une fictionnalisation pour répondre évidemment à une nécessité d'ordre psychologique. Donc, c'est un exemple qui montre bien comment on peut alterner récit documentaire, récit fictionnalisé dans un dispositif hybride qui n'efface pas les enjeux de la référence historique, ni celle du récit autobiographique d'ailleurs. Mais c'est un dispositif qui cherche plutôt à concilier les deux en suspendant les contraintes du discours documentaire, mais pour une partie du récit seulement.
Cependant, on peut se demander si l'équilibre entre fait et fiction reste trop délicat dans ce cas, et en tout cas, la désignation de roman me semble un peu problématique ici. De toute façon, c'est un dispositif, donc je comprends très bien les fonctionnements, mais qui porte aussi, à mon avis, le risque de fragiliser à la fois la force des faits et l'immersion fictionnelle. Et je conclurai, pardon, je reviens un peu. Je reviens à Pierre Bayard un moment. Donc, j'arrive à ma conclusion. Je voudrais revenir à une des questions posées par la description du séminaire qui concerne une des manières principales dont les récits agissent. Les récits agissent parce que nous les croyons. Puisque je trouve, comme je l'ai dit, je trouve c'est un texte hybride à la fois fascinant et inquiétant de ce point de vue, je me trouve peut-être dans le rôle du personnage désagréable que Pierre Bayard nomme ici le chicaneur, personne qui met systématiquement en doute les récits des autres. Mais il faut dire aussi que les opérations de fictionnalisation qui m'intéressent se distinguent des formes d'affabulation non signalées, parfois non intentionnelles même, dont Pierre Bayard prend la défense, même fait l'éloge dans cet essai, comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Il s'intéresse en effet aux mystifications, aux légendes urbaines, à la fabrication tout court, à des opérations qu'il voit souvent comme des formes légitimes de la fiction. Ce n'est pas tout à fait mon point de vue. Mais donc, comme je suis comme ce chicaneur de Bayard, je préfère conserver cette distinction entre fiction et mensonge en considérant que la fictionnalisation doit se dévoiler au lieu de nous tromper. Ce que je trouve utile, au contraire, mais là je l'ai dit en passant, c'est le retour à la notion d'exemplum chez Bayard pour réfléchir sur cette figure composite dans les textes fictionnalisés. Mais pour conclure, je crois que, je m'identifie peut-être à cette figure de chicaneur, mais je crois appartenir surtout à la catégorie des personnes trop crédules, à savoir les personnes qui veulent accorder de la confiance à ce qu'on leur raconte et qui se sentent ensuite bernées par certains jeux fictionnels ambigus. C'est donc mon propre désir de croire qui m'a mise sur la trace de ces opérations et ces effets de la fictionnalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolée, j'étais un peu longue. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas ta faute. Après, voilà, c'est ce lieu inhospitalier qu'est Big Blue Button. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est absolument passionnant. Il y a plein de cas d'ordre très, très différents, en fait, que tu as évoqués. Et la question de la confiance que tu abordes à la fin, en fait, pourra peut-être faire l'objet de questions là. Donc, question justement, qui veut se lancer ? Il nous reste 10-15 minutes à peu près sur ce lieu beaucoup plus hospitalier que Big Blue Button. Philippe. Oui, merci infiniment. C'était tout à fait passionnant. Je pense qu'on a, je ne sais pas, selon les moments, on a dû pouvoir capter 90% de l'exposé. Alors moi, je voudrais intervenir sur la fin et sur le début de l'exposé. C'est-à-dire, au fond, pas sur le corps central des catégories, des différentes catégories, parce que je pense que là, c'est très complexe et il faut disposer d'un texte écrit pour pouvoir véritablement discuter. Alors, sur la fin, donc c'est à propos de Sorge Salandon. Bon, moi, je me pose la question de savoir si... alors, vous l'avez dit sans le dire, tout en le disant, bon, si il ne faudrait pas, à propos de ces questions de fictionnalisation du factuel,
au fond, introduire une distinction entre ce qui relève, au fond, d'expérience ou de visée ludique ou littéraire, et puis d'expérience, je ne sais pas comment on les appelait, sérieuses, où la question, au fond, n'est pas celle du ludique, mais où la fictionnalisation devient, au fond, de caractère instrumental. Et donc, où vous avez parlé à un moment fictionnalisation des faits sacrés, c'est-à-dire ce à quoi on ne touche pas. Bon, alors moi, j'emploierai pas le terme de sacré, mais on voit bien quand même que un des domaines, un des continents de cette affaire, enfin bon, c'est pas seulement la littérature, c'est quand même des réécritures de l'histoire. Et donc, bon, on sait que tout ceci peut aller assez loin. Alors, il y a un exemple, à mon avis, qui croise les deux, la question du ludique et du sérieux, qui n'est effectivement pas dans la littérature française. C'est le cas de Cercas en Espagne, de Javier Cercas. Donc, il y a quelqu'un qui est une collègue qui est une hispanisante, Agnès Delage, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, où effectivement, quand même, toute la matière de Cercas, la manière dont il réécrit l'histoire, pose vraiment des questions. Alors, bon, et alors, j'en viens au début, puis je ne vais pas être trop long parce que, voilà. Je crois que c'est très intéressant, effectivement, de partir de la question de l'autofiction, parce que c'est bien là où ça a, à mon avis, commencé éventuellement à se poser. Ce que je trouve aussi très... Mais dans les exemples, les premiers exemples que vous avez pris, au fond, que ce soit chez les littéraires, chez les écrivains, pardon, Jablonka. Alors, le premier domaine, c'est très souvent, ça a porté sur cette fictionnalisation, pardon, elle a porté sur le fait divers, sur les faits divers. Oui, bien sûr. Bon, donc c'est quand même là aussi un immense domaine, parce que si on considère que Stendhal, il fictionnalise un procès qui a vraiment eu lieu, bon, donc c'est compliqué. Donc je pensais aussi évidemment à Régis Geoffrey, sur lequel vous avez travaillé, la claustria. Bon. Oui. Alors, donc voilà, la question du fait divers. Et puis, il me semble, alors je laisse de côté une grande partie de ce que vous avez dit sur Jablonka, mais entre Jablonka et Pierre Bayard, au fond, il me semble qu'il y a très souvent... Enfin, moi, je crois que j'ai des difficultés épistémologiques avec les deux, mais c'est au fond, c'est une sorte de grande vulgarisation du contrefactuel qui est en jeu, cette affaire, me semble-t-il. Je ne sais pas si je m'avance trop. Non, non, c'est très, très, très intéressant. Oui, la valorisation du contrefactuel, et je pense que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être exploré dans la fiction contemporaine. Oui. Mais j'essaie de réfléchir un peu sur le rapport entre contrefactualité et faits divers. Pendant que tu réfléchis, Alison, juste une petite précision. Pourquoi tu parles de contrefactuel là parce que c'est comme en France, c'est comme au fond, c'est cette histoire qui est, enfin, cet intérêt pour les historiens, en tout cas en France, qui est assez récent, qu'on peut dater de Boucheron, c'est-à-dire est-ce que si Machiavel avait rencontré Léonard de Vinci, là, c'est comment parler de faits qui ne se sont pas produits, donc c'est toujours et si, et si. Oui, enfin, le contrefactuel, c'est pas seulement et si.
Oui, mais c'est imaginer des choses qui n'ont pas eu lieu. Tu vois, qui n'ont pas eu lieu, mais qui explicitement n'ont pas eu lieu. Oui, comme chez Laurent Binet, Civilisation, par exemple. Là, il y a tout un récit contrefactuel. Oui. Je veux dire, c'est un geste différent quand ce qui est créé est clairement contre le fait. C'est-à-dire que tu as absolument les deux plans qui restent présents en permanence. D'accord. Et si Hitler avait gagné la guerre, on sait qu'il n'a pas gagné la guerre. C'est pas pareil que Laetitia. Oui, non, on est d'accord. Non, d'accord, on est tout à fait d'accord par rapport à Jablanca, on est d'accord. Tu vois, c'est pour ça que la valorisation du contrefactuel... Non, moi je pense plutôt... Plutôt chez Bayard, oui. Oui, Bayard et Boucheron. Bayard et Boucheron. Ouais. Voilà, c'est plutôt Bayard et Boucheron, oui, d'accord. Oui, chez Bayard, c'est clair, mais oui, comme le dit Anne aussi, ce sont c'est aussi... c'est une contrefactualité qui ne se développe pas comme telle. C'est une sorte de... C'est aussi, on est très proche de la mystification là, dans ces cas. Mais pour revenir, oui, à la question de la réécriture de l'histoire, là aussi, je pense que c'est très complexe parce que est-ce qu'il y a une réécriture de l'histoire? C'est chez Chalendon, non pas de l'histoire, de la grande histoire, puisqu'en fait, il y a ces faits sacrés auxquels on ne touche pas. Mais le problème, c'est l'articulation avec l'histoire personnelle, où là, on peut, où il faut, je ne sais, oui, toucher aux faits. Là, j'essaie de penser, je me demandais si c'était une fictionnalisation ludique ou sérieuse, parce qu'il y a une dimension ludique aussi dans cette manière de se confronter à l'histoire de son père, mais il y a bien sûr des enjeux psychologiques profonds où il a besoin de revisiter cette histoire de son rapport avec son père. Et puis, il y a aussi la question intéressante de la distinction entre une activité journalistique et une activité littéraire. Donc, là, il y a cette manière de renvoyer à son travail journalistique qui peut-être autorise la possibilité de partir de modifier les faits dans le cadre littéraire, le fait d'avoir déjà fait cette version journalistique. Donc là, je pense que c'est un cas qui est assez complexe. Oui, et dans le cas de Jablanca, j'essaie de réfléchir. Là, le problème, c'est qu'il y a une sorte de... donc, je pense que là, il y a vraiment une sorte de... Je ne sais pas si c'est contrefactuel, je pense que non, mais c'est une sorte de spéculation qui n'est souvent pas très fondée. On ne sait pas, c'est un peu le reproche que lui fait Artière. On ne sait pas exactement sur quoi ils se font. Il y a une méthodologie qui n'est pas tout à fait explicite, malgré cette posture d'enquêteur qu'il revendique. Ce que lui reproche Artière, effectivement, c'est un petit peu l'inverse du contrefactuel. Ce que lui reproche Artière, c'est tout simplement de tromper le public, c'est-à-dire d'avoir une démarche qui ne s'annonce ni comme littéraire, qui ne s'annonce pas comme littéraire, qui s'annonce comme historienne et qui fait défaut à la fois, donc dit-il, à la déontologie et à l'éthique. C'est-à-dire, voilà, il usurperait en fait l'autorité, et en particulier l'autorité morale de l'historien, en ne donnant pas ses sources et en ne rendant pas compte de sa façon de construire les faits. Voilà. Donc c'est l'inverse, me semble-t-il, et ton propos le montrait d'ailleurs. C'est l'inverse du contrefactuel. Non, on est d'accord, oui. Tu vois, quand je disais Jablanca tout à l'heure, en fait, je pensais à l'histoire, à l'importance du contrefactuel pour l'histoire. Oui, chez Boucheron, mais c'est un cas... Non, mais c'est un cas qu'on pourrait considérer le contrefactuel chez Boucheron, ou je pense aussi à d'autres cas littéraires comme Jan Karski, par exemple, d'Enel, où il y a une démarche, oui, peut-être pas tout à fait contrefactuel, mais c'est imaginer une autre version des mémoires qui est tout à fait différente de la version que Karski lui-même avait écrit. Donc c'est une forme de... oui, il y a là peut-être une forme de contrefactualité. Qui a donné, on le sait, une très grande polémique. Oui, je sais. Ouais.
Mais c'est intéressant là, ce qui m'intéresse dans ce cas, c'est que apparemment le pacte de lecture est très clair mais on a quand même un problème qui est vraiment au niveau de cette configuration de l'ensemble. La manière dont ces éléments documentaires et fictionnels fonctionnent comme un tout. Merci. Il nous reste le temps pour une petite autre question éventuellement. Dit comme ça, c'est vrai que c'est décourageant. Mais tu as peut-être une question, Anne. J'en avais plein, mais justement, voilà, celle que j'avais moi, en fait, était en lien avec la question de la confiance, justement, c'est-à-dire comment tu peux, pour prolonger un petit peu ton propos simplement, caractériser le type de confiance que suscite, est-ce que, en fait, il y a une confiance hétérogène, c'est-à-dire est-ce que chaque type de récit, en fonction du rapport qu'il instaure entre fictivité et fictionnalité, entre ce qu'il raconte et la façon dont il le raconte, est-ce qu'il y a un type de confiance spéciale pour chaque, ce qu'on appelait au XVIIe siècle un genre de créance? Est-ce qu'il y a une créance particulière par type de récit, ou est-ce que, au contraire, à chaque fois, il s'agit d'une même réaction à du fictionnel factuel avec des degrés ou avec des nuances? Non, mais je pense que ça dépend pour les cas que j'ai appelés la fictionnalisation englobante, comme cette idée, là on a des personnages historiques en fait qui sont intégrés dans une œuvre qui est globalement fictionnelle. Donc là, je pense qu'il y a une très grande liberté. Il n'y a pas le même degré de croyance peut-être. J'ai parlé de ma crédulité, mais je pense que c'est ça parfois. Non, mais par contre, par exemple, je n'aime pas trop le livre de Lauren Groff sur Marie de France, mais c'est pas lié à cette question de croyance, c'est plutôt lié à l'absence de tension, je crois, entre l'histoire, puisqu'il y a, c'est tellement libre, c'est tellement, là, on est tellement dans une fictionnalisation qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de tension intéressante, à mon avis, entre la réalité historique et la fiction. Bon, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec Marie de France, d'accord. Là, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que je trouve que c'est pas tellement intéressant. Mais là, je pense c'est un cas différent pour les cas des récits documentaires qui jouent un peu avec cette possibilité de la fiction. Là, je pense au roman de François Bon, là où j'ai lu des Wu, par exemple, j'ai cru que c'était vraiment un texte documentaire fondé sur des interviews, et après j'ai eu des doutes, et là oui, on a l'impression que quelque chose ne va pas du point de vue du pacte de lecture, de lecture. Du point de vue du pacte de lecture, c'est-à-dire que tu arrives quand même sur du contrat à chaque fois, sur une question. Oui. Ouais. Oui, d'une certaine façon, même si, oui, comme je l'ai dit, c'est complexe. C'est compliqué selon des cas, comme j'ai dit, pour Jan Kaski d'Enel, là, c'est pas vraiment un problème de contrat, mais c'est autre chose. Mais là, non, mais je pense que oui, au fond, c'est ça, c'est une question de contrat. Et là, je pense que pour les cas de fictionnalisation locale, là, je pense qu'il y a beaucoup de... là aussi, on a des croches fictionnelles qu'on peut repérer. Ça ne pose pas tellement de problèmes du point de vue de la croyance. Donc là, si Christophe Boltanski me raconte ce que pense sa grand-mère, là, je peux l'interpréter comme une sorte de décrochage fictionnel, comme une forme de conjecture. Là, je pense que ça n'a pas... j'ai pas le sentiment d'être trompé par le texte. Bon, en fait, à chaque fois, la question, c'est de savoir quel est le rapport dans l'établissement de la confiance entre la partie contractuelle qui se noue théoriquement, voilà, à la limite pas plus chez Rousseau que chez nous, mais enfin, qui se noue au moment où on lit, et ce qui précède. Voilà, ce qui précède. Et donc, voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir... effectivement abordé, comme dit Thomas Conrad, cette question épineuse avec autant de finesse.
Et voilà, la confiance, on va reposer la semaine prochaine avec Gloria Origi, qui c'est bien mardi prochain, il me semble, Philippe. Gloria Origi qui a fait un petit bouquin formidable qui s'appelle justement « Qu'est-ce que la confiance ?» Merci à tout le monde. C'était vraiment formidable. Merci à toi, Alison, merci de ta patience avec ce système. Alors, techniquement, John, Anaïs et Philippe, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on suit ce que dit le HESS et on se remet sur Big Blue Button. Si ça ne marche pas mieux, eh ben, on dégainera plus tôt la prochaine fois. Oui, absolument. Alors, je vais vous envoyer un mail maintenant, là, parce que visiblement, on n'avait en plus pas la bonne version de Big Blue Button. Bon, oui. On essaye de régler le problème technique pour la prochaine fois, mais en tout cas… C'est pénible pour les intervenants. C'est vraiment… S'il faut, on sortira la solution beaucoup plus tôt la prochaine fois. Tout à fait. Absolument. On va revenir aux signaux de fumée indiens, ça ira très bien. Exactement. En tout cas, à bientôt et du coup à mardi prochain. Merci beaucoup, Alison. Merci, Alison. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.